Assurance infidélité. Ma femme a simulé une crise pour monétiser ses liaisons secrètes. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. Le crépitement du feu dans la cheminée, le rire cristallin de Chloé qui résonnait dans le salon baigné d'une lumière tamisée. C'était notre rituel, nos jeudis soirs à nous, loin des tracas de la semaine, un havre de paix où le monde extérieur semblait s'arrêter. Et là, juste avant que je ne pose ma main sur la sienne, pour lui dire à quel point je l'aimais, elle a détourné le regard, une ombre furtive traversant ses yeux d'émeraude. Ce soir-là, je n'ai pas compris. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, d'une pensée fugace. Mais cette sensation, ce léger décalage dans son attitude, s'est amplifié dans les jours qui ont suivi, se muant en une certitude glaciale qui me rongeait de l'intérieur. Et puis, bien sûr, il y a eu cette nuit, la nuit où tout a basculé, où le voile s'est déchiré, révélant une vérité que je ne pouvais ni accepter ni comprendre. Mais avant de vous emmener dans les méandres de cette histoire, une petite pause s'impose. Si vous ressentez déjà l'envie de comprendre, de savoir comment les choses ont pu en arriver là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si cette introduction vous parle, et surtout, à partager cette confession. Vos commentaires, vos propres expériences m'aideront à aller au bout de ce récit. Mon nom, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu. J'avais 35 ans, une carrière d'architecte qui prenait enfin son envol après des années de labeur acharné, et une femme, Chloé, d'une beauté à couper le souffle, le genre de femme qui fait tourner les têtes dans n'importe quelle pièce. Nous étions mariés depuis 10 ans, une décennie de complicité, de projets communs, de rires et de quelques larmes, comme dans n'importe quel couple. Nos week-ends à Deauville, nos vacances en Italie, nos dîners entre amis où nous étions le couple modèle, celui que tout le monde enviait. Je me sentais chanceux, comblé. Chloé avait cette aura particulière, une façon de mêler élégance naturelle et une pointe de mystère qui m'avait toujours fasciné. Elle travaillait dans la communication, un milieu qu'elle maîtrisait avec une aisance déconcertante. Des soirées, des événements, elle jonglait avec tout ça, toujours impeccable, toujours souriante. Mais voilà, il y avait cette nouvelle entreprise qu'elle avait lancée il y a environ 1 an, une agence de gestion d'événements personnalisés. Ça paraissait un peu flou au début, mais je lui faisais confiance. Elle était passionnée, pleine d'idées. J'investissais prudemment dans son projet, voyant son épanouissement, sa réussite naissante. Elle disait que c'était un business basé sur le réseau, sur les contacts. Et c'est vrai qu'elle avait un réseau incroyable. Elle connaissait du monde partout, des artistes, des entrepreneurs, des personnalités. J'admirais son énergie, sa détermination. Puis, il y a eu ce changement subtil. D'abord, les soirées qui se prolongeaient. Elle rentrait tard, souvent excusée par un client important ou une réunion de dernière minute. Je ne disais rien. J'étais fier d'elle, de sa capacité à gérer les choses. Ses téléphones qui sonnaient sans cesse, ses réponses énigmatiques. C'est le travail, mon amour. Je me disais que c'était normal dans son milieu. L'activité professionnelle prenait de l'ampleur. C'était le signe de son succès. Le premier vrai doute s'est installé lors d'une conversation anodine avec une de ses amies, Sophie. Nous étions en terrasse, un dimanche après-midi ensoleillé. Sophie parlait de Chloé, de son nouveau projet, et elle a lâché, avec un sourire un peu trop appuyé, « Elle gère vraiment bien ses partenariats ». J'ai froncé les sourcils. « Ses partenariats professionnels, tu veux dire ?» Sophie a eu un rire bref, presque gêné. « Oui, professionnel. » Son malaise était palpable. J'ai essayé d'en savoir plus, mais elle a habilement esquivé, changeant de sujet. Ce malaise, cette esquive, ont planté une petite graine. Une graine qui a commencé à germer dans le terreau fertile de mes inquiétudes naissantes. Ensuite, il y a eu les absences. Des week-ends entiers où elle devait assister à des salons professionnels ou superviser des événements à l'étranger. Des séjours de plus en plus fréquents, toujours sous couvert professionnel. Elle me ramenait des petits cadeaux, me racontait des anecdotes, mais son regard était souvent ailleurs. Elle semblait fatiguée, mais ce n'était pas la fatigue d'une journée de travail, c'était une fatigue plus profonde, celle qui pèse sur l'âme. Je commençais à me sentir transparent, comme si ma présence dans sa vie s'était réduite à un meuble, un élément de décor qu'elle côtoyait sans vraiment le voir. Je la sentais s'éloigner, son corps près du mien, mais son esprit ailleurs. Nos conversations devenaient superficielles. Les « comment s'est passée ta journée » se répondaient par des « biens » et la tienne. Les projets d'avenir s'effaçaient, remplacés par l'organisation de ses prochains déplacements professionnels. J'ai commencé à fouiller, prudemment au début. Juste une curiosité morbide, une envie de comprendre ce qui se passait. Ses emails ouverts sur son ordinateur quand elle était sous la douche, ses SMS consultés à la dérobée quand elle me laissait son téléphone pour passer un appel. Et là, les premières images troublantes sont apparues. Des échanges avec un certain Alexandre, des conversations qui allaient bien au-delà du professionnel. Des mots doux, des rendez-vous secrets, des projets de vacances qui n'impliquaient pas mon nom. Mon cœur s'est emballé,
Une panique froide m'a envahi. J'ai ressenti une nausée intense, comme si j'avais avalé du verre pilé. Je me suis forcé à garder mon sang-froid, à analyser la situation. Cette histoire d'agence, gestion d'événements personnalisés, cela prenait soudain une autre dimension. Qu'est-ce qui était personnalisé? Les événements ou les partenariats dont parlait Sophie? L'idée a germé, terrible, obscène. Et si ces voyages, ces rendez-vous tardifs, n'étaient pas que professionnels? Et si elle utilisait son entreprise pour organiser ses liaisons? Et si les hommes d'affaires qu'elle rencontrait n'étaient pas toujours des clients? La pensée était insoutenable, mais les indices s'accumulaient. Les sommes d'argent importantes qui transitaient sur les comptes de son entreprise, des virements dont elle avait du mal à justifier la provenance quand je lui posais la question. Elle parlait de bons retours sur investissement, de clients satisfaits. Mais satisfaits de quoi? De l'organisation de leur événement ou de l'organisation de leur plaisir? J'ai commencé à la surveiller, pas de manière obsessionnelle, mais avec une vigilance constante, une attention particulière aux détails. Les retards de paiement des factures, les appels téléphoniques incessants de chiffres inconnus, les changements de dernière minute dans ses plannings. Un soir, elle m'a dit qu'elle avait une réunion importante à Lille. J'ai senti une chose étrange. Elle était particulièrement apprêtée, son parfum était plus prononcé, ses yeux pétillaient d'une excitation inhabituelle. Le lendemain, alors qu'elle était censée être encore à Lille, j'ai reçu un appel d'une connaissance qui travaille dans un hôtel de luxe à Paris. Il me disait avoir vu Chloé, dînant en tête-à-tête avec un homme élégant, un homme dont il connaissait bien la réputation, un homme marié, un industriel influent, réputé pour ses mœurs légères et ses finances florissantes. Le sang m'a quitté le visage. J'ai ressenti un vide abyssal, une douleur si vive qu'elle m'a coupé le souffle. Je suis rentré chez moi, le cœur battant la chamade, l'esprit embrumé. J'ai attendu son retour, la rage montante, le désespoir me nouant la gorge. Quand elle est entrée, rayonnante, je lui ai demandé, la voix tremblante, « Alors, ton rendez-vous à Lille ?» Elle m'a souri, un sourire innocent, parfait. Oh, c'était intense, mon amour, mais ça a payé. Elle m'a embrassé, son parfum de femme infidèle flottant autour d'elle. Et c'est là que j'ai vu, accroché discrètement à son revers de manteau, un petit objet brillant, une broche qu'elle n'avait jamais portée auparavant. Elle était ornée d'une pierre bleue, une pierre qui ressemblait étrangement à celle de la bague que portait cet homme, l'industriel parisien, sur la photo que mon ami m'avait envoyée. Ce soir-là, le silence s'est fait entre nous, un silence chargé de non-dits, de mensonges et de trahisons. J'ai regardé Chloé, la femme que j'aimais, la femme que je croyais connaître, et je n'ai plus vu que l'inconnu. Une calculatrice froide, une manipulatrice hors pair. L'idée, d'abord insaisissable, a pris forme, une forme monstrueuse. Elle ne se contentait pas de me tromper, elle monétisait ses liaisons. Son entreprise, c'était un paravent, un moyen de légitimer des rencontres, de justifier des dépenses, de transformer ses aventures en investissement, une assurance vie, en quelque sorte. Une assurance vie basée sur mon dos, sur notre amour, sur notre vie. Et puis, il y a eu cette conversation avec son associé, un certain Marc. Il est venu à la maison, un soir, un air grave sur le visage. Il cherchait Chloé, qui était censée être là pour discuter d'un dossier urgent. Il avait l'air inquiet, pressé. Je lui ai dit qu'elle était en déplacement professionnel, à Londres cette fois. Il m'a regardé d'un air perdu. Londres, mais elle m'avait dit qu'elle annulait ce voyage pour finaliser la transaction avec Monsieur Dubois, le très gros poisson. Dubois, je connaissais ce nom. C'était un magnat de l'immobilier, réputé pour sa richesse et son penchant pour les jeunes femmes. Marc a continué, l'air de plus en plus désemparé. Je ne comprends pas, il devait signer ce soir, et elle m'avait assuré que tout était sous contrôle. Et puis, il y a cette assurance, celle qu'elle a souscrite il y a quelques mois pour son entreprise. Elle est assez inhabituelle, vous savez. Elle couvre des imprévus majeurs liés à des prestations haut de gamme. Je pensais que c'était pour les annulations ou les dommages sur les lieux d'événements, mais les clauses sont assez larges. Imprévus majeurs, prestations haut de gamme. Mon cerveau a commencé à assembler les pièces du puzzle, formant une image cauchemardesque. Et si cette assurance qu'elle avait souscrite n'était pas pour son entreprise, mais pour elle, pour couvrir ses partenariats? Et si le crise qu'elle prétendait avoir surmonté, la crise financière qu'elle avait si bien gérée, n'était qu'une mise en scène, une fausse crise pour pouvoir réclamer une indemnisation? Une indemnisation qui serait basée sur quoi? Sur la fin de ses liaisons? Sur leur monétisation? Sur un préjudice qu'elle aurait elle-même créé? L'idée m'a frappé, avec la force d'un coup de poing. Ce n'était pas juste une infidélité, c'était une machination, une escroquerie de grande ampleur, orchestrée avec une froideur calculatrice, impliquant son entreprise, une assurance et une série d'hommes puissants. Elle avait construit une toile d'araignée, tissant des liens,
créant des illusions, tout ça dans un seul but, le profit. Le profit de ses liaisons, de sa double vie. J'ai pensé à cette soirée, le feu dans la cheminée, son regard fuyant. Ce n'était pas de la fatigue, c'était la culpabilité, ou plutôt l'excitation du danger, l'excitation de mener à bien son plan. J'ai repensé à tous les sacrifices que j'avais faits pour elle, pour nous, les longues heures de travail, les renoncements, la confiance aveugle que je lui avais accordée. Tout cela, balayé en un instant par la révélation de cette vérité ignoble. Et puis, une idée encore plus terrifiante a germé. Si elle monétisait ses liaisons, qu'est-ce qui se passait si ces liaisons prenaient fin? Qu'est-ce qui se passait si elle était prise, si elle perdait ses clients? Cette assurance était peut-être la clé de voûte de tout son édifice. Si elle simulait une crise pour déclencher cette assurance, qu'est-ce qu'elle était prête à faire pour que cette crise semble réelle, pour que les autorités, la compagnie d'assurance, croient à un préjudice majeur, pour que le montant de l'indemnisation soit le plus élevé possible? La réponse m'a glacé le sang. La porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est rentrée, un grand sac de shopping à la main, le sourire aux lèvres. Elle venait de me dire qu'elle partait pour un séminaire intense à Biarritz. Elle m'a embrassé, un baiser sec, rapide. « Je t'appelle ce soir, mon amour. » Et puis, elle est partie. J'ai regardé la porte se refermer, le silence s'installer à nouveau. J'ai regardé mon téléphone, le numéro de Marc, son associé, encore ouvert sur mon écran. L'ombre de cette assurance, de cette crise simulée, planait. Et je me suis demandé, avec une terreur grandissante, jusqu'où elle était prête à aller pour son assurance infidélité. Jusqu'où irait-elle pour monétiser sa trahison, pour toucher le jackpot de ses liaisons secrètes? La réponse, je le savais, était au-delà de mes pires cauchemars. Et elle était sur le point de se dérouler. Elle est partie. Biarritz, séminaire intense. Les mots résonnaient dans le silence de l'appartement. Faux, cru. Je la connaissais maintenant. Je la connaissais mieux que jamais. Dans sa vérité la plus crue, la plus laide. Ce n'était pas un séminaire. C'était une mise en scène. Une partie d'une pièce de théâtre macabre qu'elle jouait pour son propre compte et pour un public qu'elle avait méticuleusement sélectionné. La compagnie d'assurance, les autorités. Et moi, le naïf, le mari trompé, le pigeon idéal pour remplir les cases de son sordide business plan. L'assurance infidélité, le titre même de ce que je pensais être une histoire de cœur brisé, prenait une tournure sinistre et littérale. Elle ne se contentait pas de simuler une crise pour monétiser ses liaisons, elle était sur le point de déclencher un événement, un imprévu majeur, pour provoquer une réclamation d'assurance qui la rendrait riche, peut-être même indépendante, à jamais. Mon esprit était en ébullition, un tourbillon de scénarios possibles, tous plus effrayants les uns que les autres. Que pouvait être cet imprévu majeur? Un accident? Une disparition? Une accusation orchestrée? L'idée qu'elle puisse mettre en scène un danger pour elle-même pour se retrouver au centre d'une histoire qui générerait une indemnisation massive me glaçait le sang. J'avais toujours cru que nos problèmes, nos désaccords, nos moments de faiblesse étaient les seuls éléments imprévus dans notre vie, mais l'imprévu qu'elle manipulait était d'une toute autre nature, une nature financière, calculée, dénuée de toute humanité. Je me suis assis sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Les photos de nous, souriants, insouciants, accrochés au mur, me semblaient maintenant des artefacts d'une autre époque, d'une autre vie. La femme sur ces photos n'existait plus, ou peut-être n'avait-elle jamais existé. J'avais aimé une chimère, une construction parfaite, une façade habilement entretenue. Et cette façade, je le sentais, était sur le point de s'effondrer, entraînant dans sa chute tout ce que j'avais cru construire. J'ai repensé à cette conversation avec Marc, son associé. Il était visiblement mal à l'aise, inquiet. Il parlait de transactions, de Monsieur Dubois, du très gros poisson. Dubois, l'industriel influent, le débauché. Il était l'un de ces hommes dont elle s'était assurée et faveur, et plus encore les contributions financières. Mais était-il seulement un partenaire dans son affaire, ou un instrument, un élément déclencheur potentiel? La pensée qu'elle pourrait orchestrer une situation impliquant un homme aussi puissant, un homme dont la réputation le précédait, me donnait des sueurs froides. Qu'arriverait-il si les choses tournaient mal? Si Dubois découvrait qu'il n'était qu'un pion dans son jeu? Si l'assurance refusait de payer, la poussant dans une panique encore plus grande? J'ai pris mon téléphone. Il fallait que je contacte Marc. Il était le seul, à part moi, à avoir une vision, aussi limitée soit-elle, de ce qui se tramait réellement dans l'ombre de cette entreprise d'événements. Il avait l'air sincère dans son inquiétude, sa confusion. Peut-être qu'en combinant nos informations, nous pourrions mettre fin à cette mascarade avant qu'elle ne cause des dégâts irréparables. J'ai composé son numéro. Il a décroché au 3e bip. « Allô? C'est Marc. » Sa voix était tendue. « Marc, c'est le mari de Chloé. » J'ai fait une pause, hésitant à dire mon nom, à me présenter comme le mari qu'elle trompait et utilisait. « Ah, oui,
Je vous attendais, en fait. Chloé m'a dit elle a dit que vous seriez au courant de certaines choses. Le mensonge était déjà là, tissé dans ses paroles. Elle avait préparé le terrain, même avec son associé, au courant de certaines choses. C'était une façon bien polie de dire qu'elle l'avait briefé, probablement avec une version édulcorée et manipulatrice de la vérité. Marc, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et je dis, essayant de garder ma voix calme, neutre. Chloé est partie à Biarritz pour un séminaire, c'est bien ça? Il y a eu un long silence. Puis, un soupir fatigué. Elle m'a dit ça, oui. Mais je ne la crois pas. Pas du tout. Quand elle m'a parlé de cette assurance il y a quelques mois, j'étais déjà mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi une entreprise de notre envergure aurait besoin d'une assurance aussi spécifique. Elle a insisté, disant que c'était pour couvrir les risques liés à des clients très fortunés, des risques de litige, de chantage même. J'ai fini par accepter. J'étais débordé et puis c'est elle qui gérait tout ce qui était administratif. Chantage. La peur a commencé à s'installer en moi. Elle avait envisagé le chantage? Ou elle avait déjà été victime de chantage? Ou elle avait l'intention de faire chanter quelqu'un? Marc, cette assurance, elle est souscrite par son entreprise, n'est-ce pas? L'agence Événements d'Exception? Oui, exactement. Et les primes sont astronomiques. Le montant de la couverture est vertigineux. J'ai essayé de demander des détails sur les clauses, sur les bénéficiaires exacts, mais elle m'a toujours renvoyé dans mes études, disant que c'était du jargon technique et que je devais lui faire confiance. Elle est tellement persuasive, vous savez. On se laisse emporter. Et Monsieur Dubois, il devait signer quelque chose ce soir? Oui, une acquisition de portefeuille. Un contrat qui aurait pu propulser notre entreprise à un niveau supérieur. Mais Chloé m'a appelé il y a 2 heures. Elle était en panique. Elle m'a dit que quelque chose avait mal tourné. Que Dubois avait découvert quelque chose. Elle a raccroché brusquement, me disant qu'elle devait aller gérer la situation et qu'elle me rappellerait. Mais elle n'a pas rappelé. Et elle est censée être à Biarritz. Quelque chose avait mal tourné. Dubois avait découvert quelque chose. Et elle avait raccroché en disant qu'elle devait gérer la situation. La phrase résonnait comme une menace voilée. J'imaginais Dubois, cet homme puissant, découvrant la vérité sur Chloé, sur ses méthodes, sur les raisons réelles de ses services personnalisés. Peut-être qu'il l'avait menacée. Ou peut-être que Chloé l'avait prévu cette éventualité. Et que la découverte de Dubois était elle-même une partie du plan pour déclencher l'assurance. Marc, est-ce que vous savez où est-ce que Monsieur Dubois réside habituellement quand il est à Paris? J'avais besoin d'une piste, d'une possibilité de confronter les choses, de comprendre la vraie nature de ce quelque chose qui a mal tourné. Je crois qu'il a un appartement dans le 16e, dans un immeuble de luxe près de la place d'Iéna. Mais pourquoi? Je vais aller voir. Ai-je dit? La décision prise, instantanée. La peur était toujours là, mais elle était désormais mêlée à une détermination glaciale. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais agir. Je devais savoir. Je devais peut-être même intervenir. Attendez, vous ne pouvez pas y agir comme ça, s'exclama Marc, la panique dans sa voix. Ce Dubois, c'est un personnage imprévisible. Et Chloé, elle est tellement capable de manipuler les situations. Vous risquez de vous mettre dans une situation dangereuse. Je ne peux pas rester sans rien faire, Marc. Si elle a simulé une crise pour cette assurance, elle est prête à aller très loin. Et si Dubois est impliqué dans sa chute ou dans le déclenchement de l'assurance, je dois comprendre. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. J'ai attrapé mon manteau, mes clés de voiture. La route vers le 16e arrondissement me semblait interminable. Chaque feu rouge, chaque ralentissement, chaque automobiliste qui me coupait la route me donnait l'impression qu'une force invisible essayait de m'empêcher d'atteindre mon but. Arrivé dans le quartier, j'ai repéré l'immeuble de luxe, une façade imposante, sécurisée, avec un portier en uniforme. J'ai garé ma voiture un peu plus loin, observant l'entrée. Je ne savais pas trop comment approcher la situation. Faire le mari bafoué, le détective privé ou simplement un passant égaré. J'ai décidé de tenter une approche plus discrète. J'ai marché lentement vers l'immeuble, l'air de quelqu'un qui se promenait, observant l'architecture. Le portier, un homme d'âge mûr avec un visage impassible, m'a regardé passer. Quand je me suis approché de la porte d'entrée, il s'est avancé. « Monsieur ?»« Bonjour », ai-je dit, essayant de paraître détendu. Je cherchais un appartement à louer. J'ai entendu dire qu'il y avait de belles surfaces dans cet immeuble. Un mensonge grossier, mais peut-être suffisant pour engager la conversation.
Il m'a regardé d'un œil nouveau, une lueur d'intérêt dans son regard. Nous avons quelques appartements de standing disponibles, oui. Vous avez un rendez-vous? Pas encore, je voulais juste jeter un œil, voir l'environnement. Il a souri, un sourire professionnel. Bien sûr, monsieur, si vous souhaitez visiter, il faut prendre rendez-vous avec l'agence. Il a fait un pas vers moi, puis s'est arrêté. Mais vous avez peut-être de la chance, monsieur Dubois vient de partir. Il m'a dit qu'il ne revenait pas avant demain matin. Son appartement est actuellement inoccupé. Mon sang s'est glacé. Il venait de partir, signifiant qu'il était là, dans l'immeuble, il y a encore peu de temps. Et Chloé disait qu'elle devait gérer la situation. Le lien était évident, effrayant. Ah, c'est dommage, ai-je dit, feignant la déception. Il est parti en voyage? Non, monsieur, il m'a dit qu'il rentrait tout juste de voyage. Il avait l'air, contrarié. Il a dit quelque chose à propos d'une femme, une histoire embrouillée. Mon cœur a fait un bond. Une femme. Chloé. Une femme? Et vous savez qui elle est? J'essayais de ne pas laisser transparaître mon excitation mêlée de terreur. Le portier a haussé les épaules. Il a juste dit une connasse qui lui avait gâché sa soirée. Il semblait très en colère. Il a eu un appel juste avant de monter. Et après ça, il a dit qu'il devait faire quelque chose d'urgent. Il est ensuite redescendu en trombe et est parti en voiture. Je l'ai rarement vu comme ça. Il a dit quelque chose sur cette femme? Et j'insistais. Un nom? Une description? Non, monsieur, juste qu'elle était responsable d'un désastre et qu'il allait s'occuper de ça. Il parlait aussi de désactivation et de frais compensatoires. Des termes assez étranges pour un homme d'affaires comme lui. Désactivation, frais compensatoires. Ces mots, sortis de la bouche du portier, semblaient directement liés à mon affaire. L'assurance, le plan de Chloé. Dubois avait découvert sa manipulation, sa supercherie. Et maintenant, il semblait qu'il avait l'intention de la faire payer, littéralement. Elle avait peut-être imaginé qu'il payerait pour sa discrétion, pour sa collaboration, pour l'imprévu qu'elle avait créé. Mais Dubois, selon le portier, semblait vouloir faire l'inverse. Il voulait désactiver quelque chose et recevoir des frais compensatoires. Je me suis éloigné de la porte, m'éloignant du portier, le cerveau en surchauffe. Dubois n'était pas une victime docile, un pigeon qu'elle pouvait facilement manipuler. Il était un homme puissant, avec ses propres méthodes, et il semblait avoir compris que Chloé était derrière tout ça. Il ne s'agissait plus seulement de sa trahison, de son escroquerie, il s'agissait maintenant de ce que Dubois pouvait faire, de ce qu'il était capable d'orchestrer en retour. J'ai remonté dans ma voiture, le regard fixé sur l'immeuble. Si Dubois était réellement en colère, s'il voulait désactiver quelque chose et recevoir des frais compensatoires, cela pouvait signifier qu'il avait découvert la véritable nature de son agence. Il n'était pas juste un client, il était peut-être une pièce maîtresse de sa stratégie d'assurance. Et maintenant, il se retournait contre elle. Et si ce désastre dont il parlait était la tentative de Chloé de déclencher l'assurance, si Dubois avait découvert qu'elle cherchait à le duper, à l'utiliser comme prétexte pour réclamer une indemnisation, et s'il avait décidé de jouer le jeu, mais à sa façon, de faire en sorte que ce soit ses frais compensatoires qui soient versés et non l'indemnisation de Chloé. Une nouvelle angoisse s'est emparée de moi. Le scénario le plus terrifiant était que Dubois, découvrant la supercherie, avait décidé de prendre les choses en main, pas pour dénoncer Chloé, mais pour en tirer profit. Pour la punir, oui, mais surtout pour se servir d'elle. Peut-être qu'il avait négocié avec elle, peut-être qu'il lui avait fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser, une offre qui la mettait encore plus dans sa main. Je suis reparti, le paysage urbain défilant devant mes yeux sans que je le voie vraiment. Biarritz, séminaire, Dubois, assurance, frais compensatoires. Le puzzle était encore loin d'être complet, mais les contours devenaient de plus en plus sombres, de plus en plus menaçants. J'ai décidé de tenter une dernière chose avant de rentrer chez moi, avant que la nuit ne tombe complètement. Je devais parler à Chloé. Pas pour lui demander des explications, pas pour la confronter directement, mais pour écouter, pour capter la moindre inflexion dans sa voix, le moindre signe de panique ou de fausse assurance. J'ai appelé son téléphone portable. Il a sonné plusieurs fois, puis est tombé sur la messagerie vocale. Sa voix enregistrée, douce, parfaite, a résonné. « Bonjour, vous êtes bien tombé sur le répondeur de Chloé. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Bisous. » Bisous. Le mot me donnait la nausée. Je me suis dit qu'elle serait forcément en contact avec Marc. Je l'ai rappelé. « Marc, c'est moi. » Elle ne répond pas. « Je sais, » dit Marc, sa voix trahissant une nouvelle angoisse. J'ai essayé de la joindre aussi, j'ai eu son répondeur. Et puis, j'ai reçu un message, sur mon téléphone professionnel, de Chloé. Qu'est-ce qu'il dit? Mon cœur battait la chamade. C'est étrange. Elle dit qu'elle a eu un contretemps, que Dubois est incontrôlable, que tout est tombé à l'eau. Elle dit qu'elle a dû prendre une décision radicale pour se protéger. Et elle parle de transfert de responsabilité. Transfert de responsabilité. Encore une phrase qui sentait le coup monter, l'escroquerie. Transfert de responsabilité, pourquoi? Elle
Elle dit que pour éviter que Dubois ne la mette dans une situation encore plus périlleuse, elle a dû lui céder des actifs, des parts de l'entreprise, et que pour garantir le bon déroulement de cette transaction, elle a dû impliquer une autre personne, une personne qui serait désormais responsable de certains aspects de l'entreprise, et que cette personne, c'est moi. Ma gorge s'est nouée. Vous êtes responsable de quoi, Marc? Elle n'a pas précisé, juste que je devais prendre le relais, que Dubois lui avait donné un délai très court pour finaliser ça, et que si je refusais, elle disait que les conséquences seraient graves pour moi aussi. Elle a joué un contrat à son message, un contrat qui me nomme comme gérant de fête, avec des pouvoirs étendus sur la gestion des finances et des partenariats, et il est signé par elle et par Dubois. Un contrat signé par Dubois. La main de Dubois. Il ne cherchait pas seulement à se venger, il cherchait à prendre le contrôle ou à s'en servir comme levier. Et elle est où, Chloé? Ai-je demandé, la voix rauque. Elle a dit qu'elle partait loin, très loin. Elle a dit qu'elle vous remerciait pour tout et qu'elle espérait que nous trouverions une solution. Et puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Marc a hésité. Elle a dit « Et pour l'assurance, il faudra bien que quelqu'un touche l'indemnisation, n'est-ce pas? Les imprévus majeurs ont un coût. » Et elle a raccroché. Quelqu'un allait toucher l'indemnisation. Elle, même en partant, avait planifié que cette assurance serait activée. Elle avait transféré la responsabilité à Marc, mais le bénéfice, lui, était peut-être toujours prévu pour elle, ou pour une entité qu'elle avait mise en place. Et maintenant, Marc était pris au piège. Lui qui voulait seulement lancer une entreprise avec elle, se retrouvait propulsé au cœur d'une machination criminelle. J'étais seul avec la vérité, une vérité tellement monstrueuse qu'elle défiait toute logique. Chloé n'était pas seulement une femme infidèle, c'était une manipulatrice de génie, une escroc de haut vol, prête à tout pour s'enrichir, même à sacrifier ceux qui l'entouraient. Dubois, cet homme puissant, semblait avoir vu clair dans son jeu et avait décidé de retourner la situation à son avantage. Et Marc, mon associé, était devenu le bouc émissaire, le responsable désigné pour couvrir les manœuvres de Chloé. La question restait entière. Où était Chloé maintenant? Et surtout, quel était le véritable rôle de Dubois dans cette affaire? Avait-il vraiment monté cette désactivation ensemble? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour Marc et pour la compagnie d'assurance? La pensée qu'une crise simulée pouvait désormais devenir une véritable crise, avec des conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices, me serrait le cœur. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, une angoisse grandissante. Je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un cauchemar encore plus profond. J'avais ouvert la boîte de Pandore, et je ne savais pas comment la refermer. Le seul espoir était que la vérité, aussi terrible soit-elle, finirait par éclater au grand jour. Mais jusqu'à quand? Et à quel prix? Je n'avais aucune réponse, et cette incertitude, plus que tout le reste, me terrifiait. La nuit était tombée, lourde, oppressante, enveloppant Paris d'un manteau de ténèbres qui semblait refléter l'obscurité qui s'était installée en moi. Les rues, habituellement animées du 16e arrondissement, étaient presque désertes. Les lumières des appartements de luxe, normalement éclatantes, me paraissaient maintenant froides, indifférentes. Je suis resté dans ma voiture, garée un peu plus loin de l'immeuble de Dubois, le moteur éteint, dans un silence assourdissant qui résonnait plus fort que le tumulte de mes pensées. Chaque mot de Marc, chaque détail glané auprès du portier s'empilait dans mon esprit, formant une mosaïque glaçante de trahison, de manipulation et de danger. Chloé n'était pas partie à Biarritz pour un séminaire. Elle avait monté une opération d'assurance d'une ampleur sidérante, une mise en scène complexe où chaque élément était calculé pour une seule chose, le profit. Et Dubois, cet industriel influent, ce débauché réputé pour sa cruauté dans les affaires, n'était pas juste un client, il était un pion, ou peut-être même un complice involontaire, dont la réaction avait tout fait basculer. La phrase du portier « Monsieur Dubois vient de partir. Il m'a dit qu'il rentrait tout juste de voyage. Il avait l'air contrarié. Il a dit quelque chose à propos d'une femme, une histoire embrouillée, une connasse qui lui avait gâché sa soirée. » résonnait avec une force terrifiante. Désactivation, frais compensatoires,
Ces mots n'étaient pas des menaces en l'air, ils étaient le langage d'un prédateur économique qui venait de comprendre qu'il était lui-même la proie, ou du moins qu'on avait tenté de le faire passer pour tel. Marc avait reçu un message, un dernier acte de manipulation de Chloé, avant sa fuite. Elle lui avait transféré la responsabilité. Transfert de responsabilité, c'était le terme qu'elle avait utilisé pour me faire croire pendant toutes ces années qu'elle était une femme comblée, heureuse dans notre mariage, alors qu'elle était en réalité une prédatrice financière. Et maintenant, elle avait choisi Marc, mon partenaire, celui en qui j'avais placé ma confiance pour porter le poids de ses manigances. Le contrat signé par elle et Dubois était la preuve ultime de son cynisme. Elle se servait de Marc pour couvrir ses arrières, pour la protéger d'une éventuelle enquête de l'assurance, pour lui permettre de toucher l'indemnisation, tout en laissant quelqu'un d'autre se retrouver au milieu du chaos. Pour l'assurance, il faudra bien que quelqu'un touche l'indemnisation, n'est-ce pas? Les imprévus majeurs ont un coût. Sa voix, enregistrée sur le message, résonnait dans le silence de ma voiture comme un coup de marteau. Elle ne se souciait pas de Marc, pas de moi, pas des conséquences. Son seul objectif était de s'assurer qu'elle toucherait l'argent. Elle s'était créée une échappatoire, une porte de sortie qu'elle avait soigneusement préparée, laissant derrière elle un homme brisé, une entreprise potentiellement ruinée, et moi, le mari trompé, face à une vérité insoutenable. Je sentais une colère sourde monter en moi, une colère qui ne visait pas seulement Chloé, mais aussi Dubois, cet homme puissant qui semblait jouer avec les vies des autres comme avec des jetons de poker. Qu'est-ce qu'il avait découvert exactement? Pourquoi s'était-il senti obligé de signer un contrat qui faisait de Marc le responsable de je ne sais quoi? Avait-il été dupé par Chloé ou avait-il activement participé à ce stratagème? La nuance était essentielle. Si Dubois avait été une victime, il pouvait être une aide. S'il avait été un complice, il était un danger encore plus grand. Ma main tremblait légèrement alors que je prenais mon téléphone. Il fallait que je recontacte Marc. Il était le seul fil qui me reliait à cette toile d'araignée qu'elle avait tissée. J'ai composé son numéro. Il a répondu rapidement, sa voix toujours empreinte d'une profonde anxiété. « Marc, c'est moi. »« Tu as des nouvelles ?» a-t-il demandé, le souffle court. « Pas vraiment, juste que Chloé est partie. Elle t'a désigné comme responsable, c'est ça? Avec Dubois impliqué? Oui, le contrat est là. Je suis pris au piège, je crois. Elle a utilisé mon nom, ma confiance pour se couvrir. Et Dubois, il semble avoir joué le jeu. Elle a dit qu'il avait des exigences, qu'il fallait que la situation soit régularisée rapidement. C'est comme si tout avait été préparé à l'avance. Préparé à l'avance, oui, et je murmurais. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle prépare tout. Et nous, on est ceux qui ramassent les miettes, ou plutôt, les débris. Mais pourquoi moi? Pourquoi avoir impliqué Dubois? Parce que Dubois est le déclencheur, ou du moins, celui qui a découvert la supercherie. Chloé a dû penser qu'il allait la faire chanter, ou pire, alors elle a peut-être joué sa dernière carte. Elle lui a fait croire qu'elle était prête à tout pour éviter un scandale, pour lui céder le contrôle de certaines choses, y compris l'entreprise, si ça pouvait garantir son indemnisation. Et lui, Dubois, a vu une opportunité. Quelle opportunité? De prendre le contrôle, de te manipuler, toi Marc, à travers ce contrat, et de s'assurer que cette assurance soit débloquée d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il a un accord avec elle, qu'il lui garantit une partie de l'argent en échange de la main mise sur l'entreprise ou sur certains de ses actifs, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il ne va pas s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La panique dans sa voix était palpable. Il était un entrepreneur ambitieux, mais pas un criminel. Il était une proie facile pour des gens comme Chloé et Dubois. On ne peut pas laisser faire ça à Marc, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça, surtout en te ruinant. Et Dubois, je ne peux pas le laisser gagner. Je me suis levé, une décision ferme prenant forme en moi. Je vais aller voir Dubois. « Tu es fou ?» s'est exclamé Marc. « Il est dangereux. Il t'a dit qu'il était contrarié, qu'il devait faire quelque chose d'urgent. Il ne va pas te recevoir pour te parler de Chloé. Je ne vais pas lui parler de Chloé. Je vais lui parler de ce contrat, de sa signature, et je vais lui faire comprendre que je suis au courant de son jeu. Mais comment? Tu n'as aucune preuve contre lui, juste des suppositions basées sur ce que le portier a dit. J'ai le contrat. Et j'ai Marc, qui peut témoigner de la pression qu'il a subie. Ma voix était plus ferme maintenant. Une assurance nouvelle, née de la colère et du désespoir, avait pris le dessus. Je dois y aller, Marc, pour toi, pour moi, pour essayer de défaire ce qu'elle a fait. Si je ne fais rien, on sera tous les deux pris au piège, sans aucune échappatoire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester davantage. La nuit était profonde. Les rues étaient silencieuses. J'ai redémarré ma voiture, remontant lentement vers l'immeuble de Dubois. Le portier était toujours là, immobile derrière sa vitre, un gardien silencieux d'un monde de secrets. Je me suis garé devant l'entrée principale, le cœur battant la chamade. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. J'ai coupé le moteur et j'ai regardé l'immeuble. Une forteresse de marbre et de verre. Dubois était là, derrière ses murs, probablement en train de savourer sa victoire, ou du moins sa nouvelle acquisition.
La femme qu'il avait rencontrée, celle qui lui avait gâché sa soirée, c'était Chloé. Et cette désactivation et ces frais compensatoires, c'était probablement sa manière de la punir, tout en s'assurant qu'elle ne puisse pas le trahir davantage. J'ai respiré profondément, et je suis sorti de la voiture. L'air était frais, coupant. Chaque pas vers l'entrée me semblait pesant. J'ai traversé le petit parvis, m'approchant du portier. Il m'a regardé, son regard impassible, prêt à décliner ma nouvelle demande de visite. « Bonsoir », ai-je dit, ma voix plus grave que d'habitude. « Je reviens vous voir, concernant Monsieur Dubois. » Il a froncé les sourcils. « Vous n'avez pas de rendez-vous, monsieur. Monsieur Dubois est indisponible. Je sais qu'il est là, et je sais qu'il a signé un contrat ce soir avec mon associé, Marc Dubois. » J'ai prononcé le nom de Marc, espérant que cela aurait un impact. Le portier a semblé hésiter. « Je ne suis pas au courant de ces affaires, monsieur. Je suis là pour la sécurité de l'immeuble. » Sécurité, oui, mais aussi pour la discrétion. Et ce qui s'est passé ce soir, ce n'est pas discret. C'est une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. J'ai marqué une pause, le laissant réfléchir à mes paroles. Et croyez-moi, Monsieur Dubois ne voudra pas que ça éclate. Il m'a regardé, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il avait sûrement entendu des choses, des conversations furtives, des moments de tension. Que voulez-vous? Je veux lui parler. Et si vous ne pouvez pas me faire entrer, je vais devoir passer par d'autres canaux. Des canaux qui pourraient déplaire à Monsieur Dubois. J'ai sorti mon téléphone, faisant semblant de composer un numéro. Les autorités compétentes, par exemple. Ou la presse. L'assurance. Je suis sûr aimerait beaucoup entendre parler de comment Monsieur Dubois a conclu certains contrats de dernière minute avec l'une des entreprises qu'elle assure. C'était un bluff audacieux. Mais je savais que Dubois était trop intelligent pour ne pas comprendre les implications. Le risque d'une enquête sur une telle transaction, surtout si elle était liée à une escroquerie d'assurance, pourrait être dévastateur pour son image et pour ses affaires. Le portier a soupiré. Il a regardé autour de lui, puis a composé un numéro sur son interphone. « Un instant, monsieur. Je vais prévenir Monsieur Dubois. » L'attente a été interminable. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. J'imaginais Dubois, dans son appartement luxueux, apprenant que son coup était découvert, que le mari de la manipulatrice était là, à sa porte. La porte en verre s'est ouverte lentement. Un homme en costume sombre, l'air peu si impassible que le portier, est sorti. « Monsieur Dubois vous reçoit », a-t-il dit, d'une voix monocorde. « Suivez-moi. » J'ai suivi l'homme dans le hall opulent de l'immeuble. Les lumières étaient douces, l'air embaumait un parfum discret et coûteux. Nous avons pris un ascenseur privatif jusqu'à l'étage supérieur. La porte de l'appartement s'est ouverte sur un espace immense, décoré avec un luxe ostentatoire. Dubois était là, debout près d'une immense baie vitrée donnant sur les lumières de la ville. Il était plus imposant que je ne l'imaginais. Un homme à la carrure solide, le visage marqué par le temps, mais le regard perçant. Il portait un peignoir de soie, signe qu'il pensait être tranquille pour la soirée. « Alors, c'est vous le mari ?» a-t-il dit, sa voix grave, sans aucune trace d'émotion. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. Je suis resté debout, à quelques mètres de lui. « Oui, je suis le mari, et je suis venu vous parler de Chloé, et de ce contrat qu'elle vous a fait signer. » Il a souri, un sourire sans joie, dénué de toute chaleur. Chloé, une femme fascinante, une opération audacieuse. Dommage qu'elle ait été un peu imprudente. Imprudente? Vous appelez ça imprudente? Elle a voulu nous escroquer. Elle a voulu vous utiliser pour déclencher une assurance. Et maintenant, elle vous a fait signer un contrat qui met mon associé dans une position intenable. Votre associé est une marionnette, monsieur, comme vous l'êtes. Chloé était sur le point de réaliser un coup de maître, une belle somme d'argent, facile à obtenir. Mais elle a sous-estimé certaines personnes. Elle a sous-estimé la nécessité d'une bonne gestion des risques. Vous parlez de gestion des risques alors que vous êtes celui qui a pris le contrôle de sa société. Mon calme commençait à s'effriter. J'ai assuré mes arrières, monsieur, c'est tout. Quand j'ai compris le jeu qu'elle jouait, j'ai décidé d'en prendre les rênes. Elle cherchait à obtenir une indemnisation pour un événement imprévu. Eh bien, j'ai organisé cet imprévu. J'ai découvert sa petite entreprise d'assurance. J'ai compris qu'elle était prête à tout pour déclencher cette police. J'ai donc organisé la situation de manière à ce que l'assurance soit déclenchée, mais pas pour elle, pour moi. Et pour que tout soit légal, en quelque sorte, j'ai fait en sorte que les responsabilités soient transférées, à votre ami et à moi, par extension. Ces mots étaient glacials, calculés. Il avait orchestré le tout. Il avait vu la supercherie,
et au lieu de la dénoncer, il l'avait retournée contre elle et contre nous. Vous avez piégé Chloé. Disons que j'ai optimisé la situation. Chloé voulait un imprévu majeur. J'ai été cet imprévu. Elle voulait l'argent de l'assurance. Eh bien, elle l'aura, mais par mon intermédiaire. Et votre ami Marc, il est désormais le gestionnaire officiel. Si l'assurance débloque des fonds, ce sera à lui de les gérer. Et je m'assurerai qu'une partie substantielle atterrisse là où elle doit atterrir. Et vous pensez que je vais me taire? J'ai senti la fureur monter en moi, une chaleur intense qui contrastait avec le froid glacial de ses paroles. Il m'a regardé d'un air moqueur. Vous pouvez hurler, monsieur. Vous pouvez aller voir la police. Mais que leur direz-vous? Que votre femme a monté une escroquerie, qu'elle est partie avec l'argent, que moi j'ai simplement réagi à une tentative d'escroquerie en sécurisant mes intérêts? Le contrat est là, la signature de votre femme est là, la signature de votre ami est là. Tout est légal, ou du moins suffisamment gris pour que les autorités hésitent longtemps avant d'agir. Et si par malheur, vous vous montrez trop vindicatif, vous pourriez bien vous retrouver impliqué vous-même dans une affaire de complicité. Votre femme n'était pas là quand tout ça s'est joué, mais vous, vous êtes là. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Vous le sentez, n'est-ce pas? Il avait raison. C'était un jeu qu'il avait parfaitement maîtrisé. Il m'avait mis dans une situation où le moindre faux pas pouvait me nuire. La trahison de Chloé avait ouvert la porte à Dubois et il s'y était engouffré avec une efficacité redoutable. Je me sentais impuissant, vaincu, l'âme à vif. « Et si je refuse de me taire ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il s'est approché de la fenêtre contemplant la ville illuminée. « Alors, les conséquences seront désagréables? Pour vous? Pour votre ami? Les assurances sont complexes, monsieur. Les litiges sont coûteux. Et j'ai beaucoup de ressources. Je peux rendre la vie très difficile à des personnes qui s'interposent sur mon chemin. » Il s'est retourné, son regard d'acier fixant le mien. « Chloé a voulu jouer avec le feu. Elle s'est brûlée. Maintenant, c'est à moi de décider comment utiliser les cendres. Allez-vous vous joindre à elle dans les flammes ou allez-vous vous retirer, discrètement ?» Je l'ai regardé, le cœur serré. La vérité était là, crue, brutale. Chloé avait utilisé notre vie, nos finances, notre amour présumé, comme un prétexte pour une escroquerie monumentale. Et Dubois, ce requin des affaires, avait vu en elle une opportunité de profit, et en nous, des dommages collatéraux à gérer. Il n'y avait pas de justice à attendre ici, pas de retour en arrière possible. Je suis venu chercher la vérité, ai-je dit, ma voix éraillée par l'émotion, et je l'ai trouvée. Vous êtes un manipulateur. Chloé est une criminelle, et Marc est votre victime. Je me suis retourné, n'attendant pas sa réponse. J'ai traversé le salon immense, le regard perdu dans le vide, le poids du monde sur mes épaules. L'homme qui m'accompagnait m'a ramené à l'ascenseur. Le trajet de retour vers le rez-de-chaussée a été silencieux. J'ai regagné ma voiture, le cœur meurtri, mais avec une clarté terrifiante. La scène était terminée. La pièce de théâtre macabre de Chloé avait atteint son dénouement. Elle avait gagné son pari, du moins pour l'instant. Elle était partie, probablement loin, avec l'argent qu'elle avait si ardemment convoité. Je suis resté assis dans ma voiture, les mains crispées sur le volant. La nuit semblait encore plus sombre. J'avais perdu ma femme, mon mariage, ma confiance. J'avais perdu mon innocence. J'avais perdu une partie de moi-même dans ce marécage de mensonges et de trahisons. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni pour Marc. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas revenir en arrière. La vie que j'avais connue n'existait plus. Elle avait été volée, défigurée, réduite en cendres par la cupidité et l'ambition démesurée d'une femme que j'avais cru aimer. Et au milieu de ces cendres, il me fallait trouver un moyen de reconstruire, de retrouver un semblant de sens dans ce chaos. Ce serait long, douloureux, mais je savais que je ne pourrais jamais oublier, jamais pardonner. La plaie était trop profonde. J'avais survécu, mais le souvenir de cette nuit, de cette confrontation, de cette vérité effroyable, allait me hanter à jamais. C'était le prix à payer pour avoir cru aimer un fantôme.